Yes! Hello tout le monde, welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, sur la chaîne Alice Light et les enfants de la lumière. Si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne, tout simplement, je vais te parler de ce que c'est que d'être enfant de pervers narcissique, puisqu'il s'agit de mon cas personnel. Et bien entendu, j'aborde aussi avec toi des sujets plutôt cartésiens, où j'ai présenté dans une vidéo précédente, par exemple, le trouble de la personnalité narcissique, qui est très proche de la perversion narcissique. Et j'ai aussi présenté la dernière fois ce qu'est la perversion narcissique avec termes, définitions et exemples de comportements qu'on peut retrouver au sein de la famille. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder avec toi ce qu'on subit en tant qu'enfant quand on est l'enfant d'un parent dit pervers narcissique. Alors bien entendu, moi j'ai décidé dans mes livres, dans mes podcasts, dans mes vidéos de les appeler les dévoreurs d'âme. Déjà parce que je ne suis pas psychologue ni thérapeute, donc je vais utiliser un terme qui parle bien du cas que j'ai connu, qui est celui de ma mère, et qui concerne un type en fait de pathologie qui est très 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 précis. Je t'invite donc à comprendre que lorsque je parle du dévoreur d'âme, bien entendu je parle du pervers narcissique, mais il existe au niveau de la psychiatrie et de la psychologie plusieurs types en fait de pervers narcissiques qui ont été expliqués par diverses études et diverses personnes dont c'est le métier. Je t'invite à te renseigner à ce sujet et en attendant, on va commencer cette vidéo mes belles lumières d'amour et surtout, j'espère que vous allez magnifiquement bien et que cette vidéo va vous plaire. Allez, let's go! Alors, pour faire cette vidéo de manière assez simple, j'ai décidé de me baser sur la pyramide de Maslow. Je suppose que tu dois la connaître, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Abraham Maslow a créé ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Tout simplement parce qu'en fait, il a réalisé que dans l'étude des personnes qu'il a fait, dans les années 1940, qu'à chaque fois qu'une personne avait un comportement, même si par exemple, je vous donne un exemple, il s'agissait d'un enfant qui harcèle un autre enfant dans une école ou d'une personne qui peut avoir un mot humiliant ou dénigrant envers vous, il a remarqué qu'en réalité, chaque comportement, chaque acte, chaque parole qu'un individu a envers quelqu'un d'autre, c'est tout simplement pour satisfaire un besoin. Et il a réalisé que nous avions plusieurs besoins en nous qui ont la nécessité d'être satisfaits au quotidien dans notre vie. Il a d'abord construit la fameuse pyramide qui en fait se compose de 5 besoins recensés. Le premier besoin tout en bas au socle de la pyramide s'appelle les besoins physiologiques, puis nous avons le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le dernier besoin qu'il a déterminé s'appelle le besoin d'accomplissement. C'est une pyramide qui est très très utilisée, on en entend facilement parler dans le développement personnel, en psychologie, même pour la création voilà, de certains produits ou services. Bien évidemment, je tiens à vous signaler que cette pyramide qui date des années 1940 a été revue plusieurs fois par son auteur et il a déterminé qu'il y avait bien d'autres aspects psychologiques, bien d'autres besoins à prendre en compte. Mais prenons les choses simplement aujourd'hui pour vous présenter ce qu'un vit un enfant de pervers narcissique au sein d'une famille. Alors, quels sont les besoins physiologiques qui constituent le socle de la pyramide? Tout simplement, ce sont les besoins qui sont liés en fait à la survie de l'individu, à la survie de l'être humain. Donc on va retrouver bien évidemment le besoin de manger, le besoin de dormir, le besoin de se vêtir. Alors dans ces besoins-là, ce qu'on va noter quand on est enfant de pervers narcissique, moi j'ai remarqué plusieurs choses par expérience et par écoute de divers témoignages, c'est que bien évidemment un parent pervers narcissique ne fait pas d'enfant parce que ça lui fait plaisir. Les enfants sont en réalité un simple outil qui est utilisé par le pervers narcissique pour combler son besoin voilà, d'avoir une apparence de parent parfait. Ce qu'il faut bien comprendre avec le pervers narcissique, avec le dévoreur d'âme, c'est qu'en fonction de la société dans laquelle il habite, il aura des comportements qui s'adapteront à l'image que la société attend, que l'individu soit dans sa perfection. Donc je m'explique, si on habite en France et que l'image de la famille parfaite, c'est par exemple un couple
hommes et femmes, avec 3 enfants, avec un CDI pour chaque personne, une maison, un chien, un travail, partir en vacances 5 fois par semaine, avoir des activités extrascolaires et faire des barbecues le week-end. C'est l'image qu'il utilisera et qu'il prétendra montrer aux yeux des autres. C'est ce que j'appelle l'image sociale. Cette image sociale varie en fonction des pays, des milieux sociaux. Donc je parle bien sûr on va dire du milieu, je parle du domaine économique, du domaine de la société. Si on était dans une société où l'image parfaite ce serait 2 hommes avec 4 enfants, c'est ce que renverrait le pervers narcissique, le dévoreur d'âme. Donc vous imaginez bien qu'en fait, c'est bien évidemment le profil du charmeur que je vous présente à l'heure actuelle et que ce profil de charmeur, malheureusement, dans la plupart des sociétés, enfin en tout cas dans les sociétés surtout en Europe et dans la France, je parle de mon cas personnel, c'est un profil où les adultes deviennent des parents. Vous l'aurez remarqué, c'est un débat qu'on a depuis quelques années déjà, où il est compliqué pour toutes les femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants d'avoir le droit d'exister en tant que telles. Souvent, il est intégré que la femme, elle est là pour avoir des enfants. Et c'est quelque chose qu'il est difficile à comprendre pour aujourd'hui. Beaucoup de grands-parents, toutes ces personnes qui ont 70, 80, 90 ans, ont du mal à concevoir que le rôle de la femme ne passe pas forcément par la création d'un enfant. Et il y a encore beaucoup de machisme, de misogynie, où beaucoup d'hommes perçoivent la femme comme étant vraiment porteuse des enfants et que c'est son rôle. Je fais une généralité, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais c'est encore des notions qui sont présentes dans notre système, dans notre société. Or, qu'est-ce que va faire le parent pervers narcissique? Eh bien, il va accomplir son devoir pour être la représentation de ce que le système de la société attend des individus. Donc, il va représenter parfaitement ce parent. Alors, pour cela, il aura donc des enfants, et ces enfants seront donc des objets. Ils ne seront pas là pour lui faire plaisir, ils ne seront pas là pour être aimés, pour être éduqués, pour recevoir de l'affection, pour avoir une éducation, pour grandir et être aimés. Ils seront un outil pour le parent. Donc imaginez les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un parent pervers narcissique, quand il a des enfants, il a des enfants juste pour que ses enfants répondent aux besoins du parent et non pas l'inverse. Imaginez les dégâts psychologiques sur l'enfant. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la maison. On peut avoir des enfants qui ne seront pas du tout bien traités, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de l'éducation. Donc ça peut être des enfants qui vont partir à l'école avec des habits sales, avec des habits qui sentent la pisse, avec des habits qui ne sont pas du tout adaptés à la météo. Donc ça, ce sera plus pour le pervers narcissique, pour le dévoreur d'âme qu'on appelle chaotique, c'est-à-dire c'est le dévoreur d'âme qui non seulement traite ses enfants comme des objets et pour s'en servir comme des esclaves pour qu'ils puissent assouvir ses propres besoins, mais c'est un pervers narcissique qui n'a pas peur d'être l'image opposée de ce que la société donne. Donc oui, je sais, c'est complètement paradoxal à ce que je viens de vous dire, mais le dévoreur d'âme est paradoxal. Donc ça, c'est le pervers narcissique, chaotique, qu'on voit beaucoup moins dans notre société et qu'on voit davantage dans des sociétés où les enfants sont beaucoup plus facilement maltraités, où ils ne sont pas considérés comme des enfants, puisqu'il faut savoir que je crois que c'est à peu près jusqu'à les années 1950, l'enfant était considéré comme un adulte. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'au niveau cognitif et au niveau comportemental, l'enfant ne pouvait pas se gérer comme un adulte, ne pouvait pas être responsable ni de ses émotions ni de ses actes, puisqu'il ne vit que dans l'instant présent et qu'il ne conçoit l'instant présent que par son émotion. Il ne peut pas concevoir par la logique et le raisonnement comme un adulte. Il ne peut pas se dire je ne vais pas acheter ce jouet ou je ne vais pas manger cette pomme parce que je dois partager ou parce que je dois économiser. C'est un enfant, il vit à travers l'émotion, il vit à travers l'instant présent. C'est reconnu dans la psychologie. Donc il faut vraiment comprendre qu'à une époque, ça n'était pas reconnu. Et donc l'enfant n'était pas considéré comme un être autre qu'un être différent de l'adulte. Et donc il peut très vite être utilisé par le parent comme un objet et recevoir des comportements où il est maltraité dans son hygiène de vie. Il peut aussi subir des comportements de la part de son parent dévoreur d'âme, tels que par exemple c'est un bébé. Un bébé, il va utiliser ses mains pour toucher aux aliments, pour manger. Il peut être humilié, on peut lui crier dessus. Le dévoreur d'âme peut le maltraiter en lui disant qu'il est sale, qu'il n'a pas à faire comme ça, alors que c'est la façon naturelle d'un bébé en fait, de saisir un aliment pour le goûter, pour goûter à sa
texture, goûter à son goût, etc. Et tous les comportements qui sont normaux chez un enfant, qui lui permettent de comprendre son environnement, seront rabroués, seront utilisés par le dévoreur d'âme pour l'humilier, le dénigrer, le rabaisser, lui dire qu'en fait c'est qu'une merde, qu'il est nul, qu'il est sale, dégoûtant, etc. etc. On peut retrouver des comportements où, par exemple, il est sain chez des parents d'établir un planning, une routine pour aider l'enfant à mettre en place ses heures de sommeil, etc. Et par exemple, l'enfant, il peut avoir envie de dormir, je ne sais pas, exceptionnellement une fois à 11 heures, il s'endort devant son assiette. Un comportement normal d'un parent serait de comprendre que l'enfant, il va pas finir son assiette, il a besoin de dormir tout de suite maintenant, et de l'emmener dormir. Le comportement d'un dévoreur d'âme, ça peut être de réveiller cet enfant, de l'obliger à finir son assiette avant d'aller dormir. Ce qui n'a absolument aucun sens, parce que le besoin de l'enfant à l'instant T est d'aller dormir et non pas de manger. Mais comme il est à table, le dévoreur d'âme va le forcer. Or, si c'est un enfant qui a 1 an, qui a 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ça va provoquer des rapports conflictuels avec le sommeil, avec l'alimentation, avec le parent, avec l'environnement. Ça va être anxiogène pour l'enfant et bien entendu, ça va être conflictuel ensuite pour respecter une routine. C'est le genre de comportements qui sont très négatifs pour un enfant parce que ça le met dans des états d'insécurité, de peur et d'angoisse. Donc quand il s'agira d'aller à la sieste ou quand il s'agira d'aller manger, l'enfant peut intégrer que c'est un moment difficile à passer pour lui, par exemple. Ensuite, nous avons les besoins de sécurité qui est au-dessus du socle des besoins physiologiques. Les besoins de sécurité, c'est finalement assez complexe quand même, mais ça peut se manifester de diverses manières. Et par exemple, chez un enfant, parce que je parle toujours de l'enfant, il s'agira d'avoir ses parents auprès de lui, d'avoir un environnement stable. Et quand je dis un environnement stable, c'est-à-dire des parents sur lesquels il peut compter, des parents sur lesquels il peut s'appuyer. Ça peut être un environnement avec une routine comme je viens de vous expliquer, ça peut être une chambre dans laquelle ils se sentent en sécurité, etc. etc. Maintenant, imaginez un dévoreur d'âme qui ne supporte pas que son enfant fasse une fasse un cauchemar ou il fasse une sorte de crise de pleurs, parce que les enfants ça pleure, voilà, c'est l'expression de ce qu'ils vivent et ça, soit ils évacuent des émotions, soit ils déchargent émotionnellement, soit ça notifie qu'ils ont un besoin à l'instant T, manger, boire, être cajolés, être dans les bras, ressentir le toucher de leurs parents, ressentir l'odeur de leurs parents pour être rassurés. Bon, tout ça n'est pas respecté par le dévoreur d'âme, puisqu'encore une fois, l'enfant est là pour assouvir les besoins du parent et non pas l'inverse. Donc, ce qu'on peut avoir comme comportement, c'est un enfant qui n'est pas accueilli émotionnellement par son parent dévoreur d'âme. Et ça va arriver très facilement parce que souvent, les dévoreurs d'âme font en sorte d'avoir la domination totale sur l'enfant. Donc, ils vont être le parent qui va s'occuper davantage de l'enfant. Il peut être le parent qui est beaucoup plus présent que l'autre. Si c'est le cas de la mère, ça va être plus facile, puisque dans nos sociétés, la mère est plus facilement femme au foyer. Si c'est un parent qui est l'homme, dans notre société, on va retrouver un parent qui aura des comportements malsains, le si peu qu'il sera présent avec son enfant. Donc ça reste traumatisant pour l'enfant. L'enfant n'a pas de stabilité avec ce parent, puisque ce parent, à tout moment, peut péter ce qu'on appelle des crises de rage, peut péter des câbles, et devenir violent ou agressif, ou l'obliger à avoir des actes que l'enfant ne souhaite pas vivre. Donc ça peut être compliqué parce que par exemple pour un enfant qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, si le parent le gifle ou le frappe parce que l'enfant ne veut pas porter un vêtement, ne veut pas porter une robe et que le parent l'oblige à porter une robe, ça peut être conflictuel ensuite pour l'enfant d'avoir des moments où il se retrouve à devoir être habillé par ce parent. Donc il y a vraiment tout un tas de sous-comportements qu'on n'imagine pas et qui ont un impact énorme pour que quand l'enfant devient adulte. Donc je pense aussi au rapport alimentaire. Si l'enfant est menacé d'être fouetté s'il ne finit pas son assiette, si l'enfant se retrouve à se prendre la ceinture parce que le parent soudain il est fâché contre son enfant, ça peut être compliqué. On imagine bien les traumas qui suivent tout ça. Et donc l'enfant, quand il se fait disputer ou quand il se sent coupable, ça a été reconnu par les études. En fait, même si l'enfant est celui qui a fait la bêtise, ça n'empêche pas qu'il a besoin d'être pris dans les bras,
Il a besoin de savoir qu'il peut compter sur son parent. Et ça, c'est des choses qui n'arrivent pas. Par exemple, si un enfant se fait violemment casser le bras dans son lit, ce lit devient un endroit de peur pour l'enfant. C'est des choses comme ça qu'on peut retrouver. Il n'y a pas de sécurité parce que quand on est enfant de pervers narcissique, la maison est un endroit où on vit des moments difficiles, où on se sent menacé par le parent, puisqu'il y a la menace, il y a les conflits alimentaires, les conflits qui sont engendrés par le parent quand il s'agit de s'habiller, puisqu'en fait le parent contrôle tout. Le parent contrôle ce que l'enfant mange, le parent contrôle ce que l'enfant dit, le parent contrôle ce que l'enfant porte, le parent contrôle les activités que l'enfant peut faire. Par exemple, il va l'obliger à lire. Ou alors si l'enfant prend plaisir à lire, le parent va lui dire d'accord, mais tu as que 15 minutes. Pourquoi l'enfant n'a le droit qu'à que 15 minutes? Puisqu'il a envie de lire, il devrait pouvoir avoir le droit de lire jusqu'à ce qu'il décide d'avoir une autre activité pour son bien-être. Il ne s'agit pas de faire ses devoirs, il ne s'agit pas d'être dehors et de devoir rentrer à 16 heures pour les goûter pour ensuite faire ses devoirs. Il s'agit pas de regarder la télé, il s'agit d'avoir le plaisir de faire une activité simple. Et si l'enfant est interdit, c'est-à-dire on l'autorise, mais on lui met une interdiction quand même, en fait, c'est une injonction, c'est une double injonction. C'est comme si on vous dit très bien, tu as le droit de mettre tes chaussures, mais par contre, tu sortiras pas dehors. Si tu veux sortir dehors, je t'interdis de mettre tes chaussures, ce qui n'a absolument aucun sens. Et en fait, un enfant de pervers narcissique, c'est ce qu'il vit en permanence. Ensuite, nous avons le besoin d'estime. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi l'amour de soi. Il faut savoir que ça passe beaucoup d'un parent à un enfant, ça va passer par le parent qui va, comment dire, réconforter l'enfant quand il fait une activité. Il va lui dire bravo, t'as réussi à te mettre debout, bravo, je suis fière de toi, oh quel joli dessin, merci, c'est magnifique, bravo, tu as réussi à faire la roue, bravo pour la galipette, bravo, t'as réussi à prendre ton vélo sans freiner, c'est ce genre de choses, ça n'existe pas. Le dévoreur d'âme n'encourage jamais ses enfants. D'ailleurs, si c'est le parent qui s'occupe beaucoup de ses enfants, il ne joue pas avec. Il les menace, mais il ne joue pas avec. Si c'est un parent qui est divorcé, là, il va jouer avec, seulement en public, devant le parent saint, euh, pour se servir de ses enfants, pour montrer à son parent saint qu'il est bien là. Il est bien là avec ses enfants, mais vous inquiétez pas, s'il récupère la garde des enfants, il ne jouera pas avec eux. Il leur apprend rien, il les éduque pas. On n'a pas d'éducation, on n'a pas de culture qui est développée par ses parents. On est obligé de faire ce qu'ils veulent, mais on n'est pas éduqué. On n'apprend pas la politesse, on n'apprend pas à se laver les mains. C'est des choses qu'on apprend à l'extérieur, soit parce qu'on fréquente des amis. Donc, quand on est quand on dort chez des amis, quand on est enfant, on apprend les gestes de bien se laver les mains avant d'aller manger, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend avec notre propre parent. Et là, je vous parle par expérience. Et du coup, on se sent très vite, on peut vivre aussi des moments d'humiliation parce que les parents de nos amis vont être choqués de nous voir avoir des comportements qui ne sont pas propres ou des comportements qui ne sont pas normaux pour notre âge, etc. Et on va se prendre des remarques alors qu'en réalité, c'est parce qu'on n'a pas été éduqué. On ne nous a pas appris les notions de bien, de mal, les notions hygiéniques, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit ou pas de faire. En fait, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite et les limites qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Donc, il y a comme une inversion en fait du système, euh, de ce que notre cerveau peut comprendre pour quand on doit vivre en société. On n'a pas les bons codes en fait, et c'est très très perturbant. Euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose que je pense que je suis pas la seule à avoir. Il n'y a pas de respect aussi, hein. On peut se faire insulter par le parent, on peut entendre mais t'es conne ou quoi, alors qu'on a 4 ans. On peut entendre de toute façon tu sais pas faire, dégage, pose-toi, je vais le faire à ta place. Parce qu'en fait on est censé apprendre à faire un gâteau avec nos parents quand on a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et en fait ce parent, au lieu de nous apprendre, il nous montre qu'on sait pas faire et qu'on n'est qu'une merde. Donc il y a beaucoup de croyances négatives qui découlent de ça. Donc c'est pour ça que j'aborde ces 5 points, c'est pour vous montrer en fait que derrière les comportements humiliants, dénigrants, rabaissants, il y a un impact psychologique. On peut développer des traumas, on peut développer de l'anxiété, on peut développer des peurs, la peur d'être dans une pièce, la peur de se retrouver seul avec son parent, la peur de poser une question à son parent, la peur d'être bête. On peut développer des croyances aussi très très jeunes, très tôt, qui du coup seront très freinantes à un âge où normalement on les développe pas. Donc il y a vraiment tout un système en fait qui est mis en place, un système de pression, un système de voilà
de mésestime de soi, de perte de confiance. C'est-à-dire que normalement, un enfant, il grandit en apprenant à se construire et en ayant confiance en lui. Mon impression je témoigne, hein, en tant qu'enfant de pervers narcissique, c'est qu'en fait, on n'a même pas le temps de se construire, que nos propres piliers s'écroulent alors qu'on n'a pas eu le temps de les mettre en place. Et ça, c'est terrible. Donc, je vais continuer avec, donc je disais, ce besoin d'estime. Donc, bien sûr, le parent ne nous encourage pas, on n'a pas de mots d'amour, on n'a pas de tendresse. Oh, j'ai oublié. Donc il y a, alors excusez-moi, j'ai mis le besoin d'estime avant le besoin d'appartenance. Donc le besoin d'estime, c'est le quatrième. Donc je vais vous mettre le troisième besoin, qui est le besoin d'appartenance. En fait, l'appartenance, c'est quoi? C'est l'appartenance à un groupe, donc à un groupe, les amis de la primaire, les amis du collège, du lycée, de l'université, du groupe dans lequel vous travaillez. C'est la communauté, donc ça peut être communauté sportive, culturelle, religieuse, ou encore c'est votre cercle familial. Donc, les besoins d'appartenance, c'est très compliqué parce que c'est ce que je viens de vous dire. Donc, au sein de la famille, on va grandir dans la peur, dans le doute, dans la mésestime de soi. On va avoir un manque de repères affectifs. On va avoir un manque, de repères parental parce que le dévoreur d'âme ne joue pas son rôle de parent. Dans un couple où les parents ne sont pas divorcés, on va avoir les deux parents. Et s'il y a un parent sain, il faut savoir que le parent sain, souvent, est aussi sous la domination du dévoreur d'âme. Ce qui fait que le parent sain, dans mon cas par exemple c'était mon père, n'a pas joué son rôle parental. Donc on n'a pas non plus de limites qui sont posées par notre parent sain envers notre autre parent pour que ce parent-là, qui est le dévoreur d'âme, arrête de nous faire du mal. Aucune limite n'est posée ou n'est imposée par notre parent sain. On se retrouve seul face à notre bourreau, seul face à notre tyran. On se retrouve seul face à des mécanismes tels que la dissonance cognitive, le fameux gaslighting que vous avez sans doute entendu parler. Si vous ne savez pas, je vous invite à faire vos recherches. Je parlerai de tous ces mécanismes plus tard sur ma chaîne. On se retrouve avec le chantage affectif qui est très dangereux. On se retrouve face donc à une prise de pouvoir à la dictature de la pensée par le parent pervers narcissique. Et ça, on est seul. C'est-à-dire que comme le parent fait en sorte qu'il y ait tout le temps des conflits dans la famille, pour un rien, on n'a pas notre parent sain pour nous aider à nous sortir de là. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il est absent dans son rôle parental. Nos frères et nos sœurs, soit sont contre nous, parce qu'en fait, ils vont être aussi en conflit avec les deux parents, et soit on est mis en division fraternelle, ce qui est très 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 souvent le cas. Par exemple, moi ce que j'ai connu, c'est que le parent nous reproche de jouer avec nos frères et sœurs, nous empêche de jouer avec nos frères et sœurs, nous dit que c'est mal quand on joue avec nos frères et sœurs. Donc au bout d'un moment, vous jouez plus en fait, parce que quand vous avez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, au bout de 5 et 10 ans à entendre que ce que vous faites c'est mal quand vous êtes en complicité avec vos frères et sœurs, vous finissez par ne plus le faire. Et donc chacun est un peu mis dans son coin, donc il n'y a pas de cercle familial, il n'y a pas de relation d'amour. Ma mère ne m'a jamais pris dans mes bras pour jouer avec moi ou pour me dire qu'elle m'aimait. Mais le parent sain non plus, puisqu'il était absent, et que souvent les parents qui se mettent avec des pervers narcissiques sont eux-mêmes des personnes qui ont vécu dans l'enfance, soit ils ont vécu avec des parents maltraitants, donc ils ne savent pas ce que c'est que l'affection, ils ne savent pas forcément ce que c'est que l'amour inconditionnel, que l'affection saine. Ils sont souvent victimes eux-mêmes de leur propre vie précédente, et donc ils vont avoir le rôle de victime et de sauveur envers ce pervers narcissique, mais à aucun moment il y aura de rôle sain en fait dans leur relation. Soit le parent sain, c'est un parent qui a eu une enfance absolument normale, mais qui a une estime de lui et une confiance de lui complètement déstructurée. Donc il est brisé un peu dans son estime de lui à l'intérieur, et du coup c'est pour ça qu'il attire ce genre de personnes. Et comme il ne s'aime pas, comme il ne sait pas s'aimer, il accepte l'affection conditionnelle du pervers narcissique avec qui il fera des enfants. Il accepte les miettes, puisque c'est souvent des gens qui sont en dépendance affective, qui sont en mésestime d'eux-mêmes. Du coup, c'est l'exemple qu'ils vont donner à leurs enfants. Donc bon, je vous raconte pas ce que ça donne. Donc voilà, donc les enfants ne sont pas des enfants dont on prend soin, on leur donne pas forcément les bons repères, on leur donne pas forcément... Il n'y a pas d'intégration dans la famille, il n'y a pas de soutien familial, il n'y a pas, je sais même pas comment vous expliquer. Donc voilà, donc ça c'était le troisième besoin, donc je vous parlerai pas du quatrième besoin d'estime dont je vous ai parlé juste avant. Je vais finir sur le dernier besoin dont nous parle
Maslow, Abraham Maslow, c'est le besoin d'accomplissement, c'est-à-dire de se réaliser soi-même en tant qu'individu dans notre potentiel spirituel, énergétique, mental, de création, dans notre potentiel d'amour envers nous-mêmes, d'amour envers les autres, dans notre potentiel matériel, c'est-à-dire la carrière, les finances, la réalisation de soi dans le faire et dans l'avoir, avoir une maison, la maison de nos rêves, avoir les vacances de nos rêves, se réaliser en soi, continuer d'apprendre, de nous développer, etc. Bon alors, je vous le cache pas, hein, pour en arriver à ce stade, c'est pour l'instant impossible. Au début de notre vie, quand on est enfant de pervers narcissique, puisqu'on a un parent qui nous met des bâtons dans les roues. Non, des roues dans les bâtons. Enfin, on a un parent qui... Désolée, j'ai du mal avec les expressions. On a un parent qui... On veut ouvrir des portes et il nous a enlevé la poignée de la porte. C'est un peu ça. Donc en fait, comme ce sont des gens qui sont très jaloux, très envieurs, qui se vengent et qui se réjouissent de nos échecs, ce sont des gens qui vont souvent nous empêcher de réussir dans nos examens, de réussir dans nos finances. Ils vont nous donner des mauvais conseils ou ils vont se mêler de nos affaires et nous faire échouer. C'est difficile à expliquer parce qu'ils ont des comportements très mesquins. Et comme je le répète pas assez, mais que je voudrais vraiment que vous compreniez, tout ce dont je vous parle, ce sont des choses qui sont vécues au quotidien à plusieurs reprises dans la journée. Donc ça va être des paroles, des actes, des crises de rage qu'on va vivre plusieurs fois dans une semaine. Donc imaginez-vous, je sais pas, vous faire... je vais prendre un extrême, un cas assez grave, mais par exemple, on est jeudi soir, vous venez de vous faire attoucher par votre parent, donc vous faire violer. Ça m'étonnerait que le lendemain, quand vous avez un examen pour passer le bac ou pour passer le permis, vous soyez dans des bonnes conditions. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris un exemple très fort, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. On est en permanence violé dans notre intimité, dans nos pensées, dans nos potentiels, dans nos compétences, dans nos capacités à évoluer et à grandir par des paroles, des actes de domination de ce parent. En plus, je ne l'ai pas dit, mais soit il y a des actes incestuels, un climat incestuel dans la famille, soit il y a vraiment juste un climat incestuel avec un parent qui ne respecte pas l'intimité des enfants, qui ne respecte pas les limites entre parents-enfants, qui ne les donne pas, donc l'enfant ne comprend pas en grandissant que son intimité lui appartient, qu'il y a la notion de consentement, que les parents, en fait, ils ont des rapports entre eux et non pas avec leurs enfants. Il y a vraiment un climat incestuel qui s'installe dans les familles perverses narcissiques, et si c'est pas le climat incestuel, c'est carrément de l'inceste. Donc voilà, comment voulez-vous vous construire quand vous êtes déstructuré dans votre intériorité, que ce soit dans votre rapport à vous, dans votre rapport aux autres, dans votre rapport au monde. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ce que subit un enfant de pervers narcissique au quotidien de manière répétée et sur du long terme. Le long terme étant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50 ans, vous avez compris. Donc ça c'est du quotidien, c'est pas juste une fois, c'est pas juste deux fois, c'est pas juste un parent qui vous oblige de mettre une robe pour un anniversaire, c'est tous les jours, on vous harcèle, 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 harcèle. C'est de la domination, c'est de la dictature. Je ne peux pas être plus précise. Vous avez bien connu le Covid, ou pour certains d'entre vous, vous avez sans doute été obligé de vous faire vacciner pour pouvoir continuer de travailler, alors que c'était à l'encontre de vos envies, et à l'encontre de vos besoins, et à l'encontre de votre pensée. Tous les jours, vous entendiez que au travail, si vous n'étiez pas vacciné, vous alliez devoir quitter votre travail. Et bien, c'est exactement ça que vit l'enfant, d'accord? Tous les jours, c'est répété. Si tu fais pas ça, nanana. La phrase préférée de ma mère, c'était si tu continues, si tu parles encore, si ceci, si cela, je vais me suicider. Comment voulez-vous qu'un enfant qui grandisse dans la culpabilité et dans la responsabilisation d'être responsable de la vie de son parent, comment voulez-vous que celui-ci grandisse dans un environnement sain où il y a de la sécurité, où il y a de l'appartenance à une famille, etc., etc. Et comme le dévoreur d'âme isole ses enfants, souvent, ce sont des enfants qui voient très peu leurs grands-parents, voient pas du tout, qui n'ont pas de contact avec leur oncle, leur tante, leurs cousins, etc. Il y a vraiment un isolement. Donc, l'appartenance familiale ne se construit pas non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura davantage éclairé. J'espère qu'elle aura été utile et que ce petit témoignage avec l'explication en parallèle par rapport à la pyramide de Maslow, la plus basique, la plus simple qu'on peut retrouver puisqu'il a plusieurs versions, j'espère que ça vous aura éveillé et éclairé sur ce que peut subir un enfant. J'ai essayé de donner des exemples simples qu'on peut subir. Ils ne sont pas forcément détaillés, ils sont généraux.
mais ça parlera de manière plus basique, on va dire, c'est imagé, quoi. Donc voilà, donc je vous remercie infiniment mes belles licornes, pardon, mes belles lumières d'amour. Les licornes, c'était le terme que je donnais dans mes anciennes chaînes YouTube à mes abonnés. Donc vous, c'est mes belles lumières. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, le meilleur. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez envie de témoigner de ce que vous avez pu vivre en tant qu'enfant pour imager davantage cette vidéo. N'hésitez pas à dire si l'image, la comparaison avec la pyramide et les besoins de Maslow vous a été utile et éclairant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast, c'est mon premier podcast, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. N'oubliez pas que ça peut aider les gens d'entendre des témoignages. Voilà, je vous dis à très bientôt, plein de bisous d'amour, mes lumières d'amour, des bisous.